À l'heure du déconfinement, certains salariés ont retrouvé le chemin du travail hier, mais pas tous. Beaucoup continuent de télétravailler, contraints de s'y mettre. Entreprises et salariés ont découvert un nouveau mode d'organisation. Alors, le travail à domicile est-il en train de s'imposer dans nos vies, pour le meilleur ou pour le pire? La réponse avec notre invité ce soir. Bonsoir, Jean-Claude Delgen. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la prévention des risques au travail, vous êtes fondateur du cabinet Technologia. Hier, on le disait, premier jour de déconfinement. Est-ce que beaucoup d'entreprises ont rouvert leurs bureaux ou est-ce qu'on s'est rendu compte que finalement le télétravail était en train de devenir une sorte de norme ou de référence? En fait, il faut différencier les petites entreprises des grandes. Dans les petites entreprises, ça a pas mal repris, en particulier dans les commerces, et tant mieux. Dans les grandes, c'est beaucoup plus complexe que cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, les directeurs des ressources humaines, les directeurs généraux veulent aller plus progressivement en ayant deux autres jalons de reprise, le 25 mai et le 2 juin. Et donc, les choses se font. Par exemple, nous étions hier sur un immeuble de Orange où il y a 800 personnes qui pouvaient rentrer. Il y en avait 30 qui étaient là, 30 volontaires. Donc, on a une reprise progressive pour vraiment éviter les erreurs, faire en sorte de tenir en compte des situations réelles de travail, avoir des retours et préparer au mieux. Alors, deuxième aspect. Quelles sont ces situations réelles de travail? Quelles sont les difficultés auxquelles les entreprises veulent absolument se parer, se préparer? Alors, la première difficulté, c'est bien entendu faire en sorte d'avoir une signalétique et les équipements pour recevoir les salariés, pour faire respecter les barrières, les distances, pour éviter les effets de contamination. Donc, ça, c'est un gros travail. Quand vous voyez, hier, je parlais avec un directeur qui me disait qu'il avait 14 sites à équiper. Donc, c'est des milliers. Et en fait, il faut voir l'accueil, il faut regarder les toilettes, il faut isoler, par exemple, les fontaines à eau. Il y a tout un travail, y compris au niveau de la restauration, au niveau, y compris de la planification des espaces. Il doit y avoir 4 mètres carrés par individu. Donc, vous voyez, sur les open space, quand vous mettez 4 mètres carrés par individu, il faut aussi prévoir le passage. Donc, vous rajoutez 2 mètres 40. Donc, c'est un vrai chantier de planification qui n'est pas simple. Et puis, il y a la crainte aussi des salariés, auxquels il faut évidemment répondre. Je pense, bien sûr, il y a la question des ports du masque, ceux qui veulent le porter, ceux qui ne veulent pas le porter parce que ça les dérange. Mais il y a aussi la question qui revient beaucoup de la ventilation, en tout cas dans les grands groupes. Vous parliez de Orange à la Défense. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un vrai sujet sur les tensions entre les salariés au niveau du masque. Certains ne veulent pas en porter toute la journée. C'est vrai que c'est. Et puis d'autres qui considèrent qu'il faut vraiment s'équiper pour éviter les problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème de qualité de l'air. Qu'est-ce que c'est que la qualité de l'air? En fait, elle dépend de deux facteurs. Le premier, c'est le filtrage de l'air extérieur, qui vient donc de la rue, qui vient de l'atmosphère. Et le deuxième, c'est le débit de, je dirais, renouvellement interne de l'air pour le purifier. Or, en France, on a beaucoup de retard en matière de filtrage et de renouvellement. Si vous prenez par exemple une échelle de 10, l'Union européenne recommande d'être à 9, ce qui permet d'éliminer 98% des poussières, et nous, on est plutôt à 7. Et en ce qui concerne le débit, il faudrait avoir à peu près 45 mètres cubes minimum par personne présente, on est plutôt à 25, ce qui fait qu'on a des risques d'avoir de la stagnation dans l'atmosphère, des aérosols porteurs de virus. Il suffit que quelqu'un soit, par exemple, je dirais, contaminant, c'est-à-dire porteur sain tous, etc., eh bien, vous pouvez avoir le maintien dans l'atmosphère d'un certain nombre de particules d'aérosol qui peuvent même être diffusées par la ventilation. Donc, avant de reprendre, et ça c'est ce que font aujourd'hui les dirigeants et les élus du personnel, qui sont aussi bien sûr vérifier la qualité de l'air. Il faut vraiment vérifier la qualité de l'air. C'est fondamental avant d'avoir, parce qu'on peut avoir très vite 200, 300 personnes qui sont contaminées. Voilà, donc il faut faire attention. Au sein même de l'entreprise avec une ventilation défaillante. Oui. Alors, imaginez que ça arrive par exemple alors qu'on reprend l'activité dans un grand centre comme la Défense, c'est toute la Défense qui fermerait quasiment. Donc il faut vraiment faire en sorte de travailler sur ces questions-là. Alors en attendant, 5 millions de Français qui continuent le télétravail, dont 73% qui souhaitent le faire perdurer, même finalement après ce déconfinement. C'est un chiffre très important. Le télétravail, c'est la panacée, Jean-Claude Delgen? Alors, moi, ce que je constate, c'est que ce n'est pas la solution miracle en tous les cas. Pourquoi? Il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients.
les avantages, c'est évident, ça évite de prendre les transports en commun, ça évite de s'exposer à un risque de contamination. C'est aussi une possibilité, en particulier pour l'école blanc, d'organiser en fait salon. Mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. L'inconvénient, c'est le problème déjà de sécurité des données qui peuvent être piratées. C'est aussi le fait que, quelque part, il y a une intensité de travail. On ne l'a pas dit, mais 30% des salariés qui étaient en télétravail ont vu accroître très fortement. Parce qu'y compris, il y a des problèmes de management à distance. Vous voyez, donc, il faut faire attention, ce n'est pas la solution miracle, d'autant que, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de gérer leur vie privée. Il va falloir s'adapter, il aura fallu s'adapter. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Vous dites d'ailleurs, il y a une fracture numérique qui se crée entre les anciens Absolument. Et les nouveaux. Ceux qui n'ont pas la maturité numérique pour manipuler les outils de connexion à distance ou les applis, les tableurs, etc., sont très vite disqualifiés. Ils ont une intelligence cognitive pour travailler avec tout le monde, mais n'ont pas l'intelligence cognitive. Le télétravail, surtout, ça vous fait perdre, je dirais, le contact avec le groupe, ce qui vous donne de l'information stratégique, ce qui vous permet de vous former. Et nous, on a fait une étude à Technologia en 2014 qui a montré que quand vous étiez plus de 2 jours en télétravail par semaine, eh bien, vous quittiez l'entreprise dans les mois qui suivaient, 2 ans après. Donc, voyez, donc c'est une rupture qui se fait, un délitement du lien social qui peut conduire les gens à quitter l'entreprise. Alors, attention, oui, certainement dans la période, sur le long terme, il faut vraiment organiser des rotations et faire… Repenser le management peut-être aussi et s'adaptant à cette nouvelle façon de travailler. Est-ce que les managers sont prêts justement à transformer leur façon de manager? Pas du tout. Pas du tout. En France, on a un manager qui est en fait qui manage à proximité avec le contrôle. Et en fait, quand vous êtes en télétravail, il faut vraiment, se mettre à la place des autres, faire preuve d'empathie, de compassion, voir si par exemple la personne elle est avec des enfants, avec un conjoint qui utilise le même ordinateur, voir si elle est dans un milieu d'exiguïté, oui, la voir si elle a des voisins. voisins. Muriel Pénicaud, excusez-moi, je vous coupe parce que ça va dans votre sens, a confirmé et dit même officiellement, je demande aux employeurs un peu d'adaptation pour les salariés qui travailleraient de chez eux avec 2 enfants. Mais est-ce que les entreprises sont prêtes à cela? Écoutez, c'est compliqué en tous les cas. En tous les cas, ce que peuvent faire les entreprises, c'est aussi clarifier un point. Aujourd'hui, le télétravail, il y a beaucoup de gens qui sont tombés en télétravail juste avant, je dirais, en même temps, et qui ont supporté tous les frais du télétravail. Et rien n'est prévu. Rien n'est prévu, justement. Effectivement, l'encre, je ne sais pas, l'imprimante, la connexion Wi-Fi. Eh bien, tout est pris, normalement, rien n'est prévu pour que ce soit les entreprises, parce qu'il y a eu une généralisation du télétravail avec les ordonnances de septembre 2017. Aujourd'hui, rien n'est prévu dans les textes en vigueur pour permettre aux entreprises de supporter les frais avancés par… Et donc, ça râle parce que les salariés disent « moi, en mobile, j'ai de chez moi, j'utilise mes moyens, je paye pour travailler de chez moi, ce qui n'est pas normal. » Et donc, il faut permettre de clarifier cet aspect-là qui ne l'est toujours pas aujourd'hui. Justement, les partenaires sociaux en demandent l'ouverture de négociations, de réflexions autour de peut-être un nouveau cadre légal. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont prêtes à cela? Il faut, de toute façon, si on laisse des gens pendant encore des mois et des mois, parce qu'on n'a pas forcément terminé avec, y compris les épidémies futures, il faudra repenser tout cela. Mais encore une fois, il faut permettre aux gens de revenir en présentiel. Si on les laisse trop loin je dirais, du centre névralgique qui est le lieu de travail, eh bien, on ne leur rend pas service. Et il y a un beau nombre de gens qui sont, y compris en difficulté, qui ont fait des dépressions et qui peuvent aller très mal. Parce que le travail, c'est le lien ombilical avec les autres. À ce sujet, très rapidement, Jean-Claude Delgen, si le télétravail se généralise, comme effectivement on peut le penser, quelles pourraient être les conséquences pour l'emploi? Il y a un vrai sujet, c'est la délocalisation des activités. Parce que l'on fasse un télétravail à Lyon ou à Tunis ou ailleurs, il va y avoir une véritable hémorragie dans les mois qui viennent parce que les décideurs au plus haut niveau ont compris qu'on pouvait faire de l'activité à distance et donc peut-être qu'on va avoir une recherche sur les écarts de coûts salariaux en transférant à l'étranger un grand nombre d'activités qui sont gérées en France. Et ça, c'est un risque qu'il faut vraiment prendre en compte, même si certaines activités vont être relocalisées en France, la pharmacie, etc., il risque d'avoir une hémorragie et la France est à 70%, c'est du service. Donc attention. Eh bien, merci. Ce message d'alerte est entendu. Merci à vous, Jean-Claude Delgen. Je rappelle que vous êtes le fondateur du cabinet Technologia. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la crise économique historique qui secoue la France. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous et à demain.